Il est 13h, bonjour à tous et merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. C'est ce 20 mai que s'achève la COP15. À quelques heures de la clôture de ce rendez-vous international, les participants ont été invités à prendre part à un dîner officiel de clôture à l'hôtel Sofitel Ivoire. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi qui a salué la tenue de cette COP15. Ivoirienne suite à la conclusion de ces. La journée mondiale de la métrologie est commémorée ce 20 mai. La métrologie qui rassemble l'ensemble des techniques permettant de réaliser des mesures, de les interpréter et d'assurer leur fiabilité. À l'instar donc des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire commémore cette journée. Vous pourrez suivre dans cette édition le message du gouvernement produit à cet effet. Ils avaient pour habitude de concevoir de fausses pièces administratives. Les membres d'un réseau qui opérait dans le quartier de Arras, dans la commune d'Adjamé, ont été appréhendés et leur réseau a démantelé. À suivre dans cette édition le point de cette opération avec notre reporter Serge Pacom-Didi ainsi qu'Abou Sanogo. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. La COP15 qui se tient à Abidjan depuis le 9 mai dernier vit ses derniers instants. Elle referme officiellement ses portes aujourd'hui et dans cette édition, vous aurez des échos de cette conférence. Et nous le disions à l'instant, c'est ce 20 mai que s'achève la COP15. À quelques heures donc de la clôture de ce rendez-vous international, les participants ont été invités à prendre part à un dîner officiel de clôture. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire, reconnaissante de la présence de ses participants, a voulu ainsi les remercier. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi, Alexis Ouedraogo. Un toast pour célébrer l'excellence des travaux tenus à Abidjan à la faveur de la COP15. Jeudi soir, au Sofitel d'Abidjan, la Côte d'Ivoire dit sa reconnaissance à la faveur du dîner de clôture offert à la COP. La lutte contre la désertification et la sécheresse est une question de survie de l'humanité. Et encore plus pour les pays en développement où les techniques culturelles restent traditionnelles et extensives. L'initiative d'Abidjan, adoptée dans ce sens, permettra à terme la restauration et la préservation des forêts en vue de soutenir la politique de développement agricole et durable de notre pays afin qu'elle soit plus résiliente. L'occasion pour le Premier ministre Patrick Achi de réitérer les vives félicitations du président Alassane Ouattara au secrétaire exécutif de la Convention, Ibrahim Thiaw, distingué dans l'ordre national. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, je voudrais adresser mes remerciements et mon infinie reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, pour ce grand honneur d'avoir accepté sans hésiter d'être l'hôte de cette COP 15 et d'avoir fait de cette COP une étape inoubliable qui sera gravée dans les annales de la diplomatie environnementale internationale. La COP15 referme ses portes ce 20 mai. Plus de 197 pays auront pris part à ces travaux relatifs à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et cette COP15 a été assurément l'occasion pour le gouvernement ivoirien de marquer son engagement dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en marge des travaux de cette COP, vient de procéder à la signature d'un protocole d'accord avec 2 structures françaises, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des structures œuvrant dans différents secteurs. Il s'agit d'appuyer la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre d'un projet RED+. Du côté de la primature, le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience à une délégation de l'organe de régulation du secteur cacao du Ghana, le Ghana Cocoa Board, une audience qui fait suite à la première réunion du comité économie de commercialisation de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana qui s'est tenue à Abidjan le 17 mai dernier. La Côte d'Ivoire et le Ghana envisagent de renforcer leur stratégie face au mécanisme de fixation des prix des marchés concernant le cacao. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus des 2/3 de la production mondiale de cacao. Les 2 pays unissent désormais leurs forces pour améliorer la rémunération des producteurs, car sur un marché de près de 100 milliards de dollars, seulement 6 milliards sont captés par les agriculteurs. Ce mercredi, à la primature, le Premier ministre reçoit la délégation du Ghana Cocoa Board. Les experts des 2 pays réunis à Abidjan planchent sur la mise en œuvre effective des mécanismes de fixation du prix du cacao. We are here just to
Nous avons partagé les résultats de nos travaux au Premier ministre. Et nous avons aussi parlé de nos stratégies communes des deux pays suite aux différentes actions du marché qui ont mis en péril certaines activités autour de l'initiative. Donc les deux pays se sont mis ensemble pour trouver des solutions et des mesures. Ces mesures-là ont été présentées au Premier ministre et nous allons travailler ces prochains mois et certaines actions et des réunions sont prévues autant avec l'industrie mais aussi entre nous les pays. À la suite de la première réunion du comité économie et commercialisation de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana le 17 mai dernier, un appel est lancé aux acteurs de l'industrie du cacao pour l'application du différentiel de revenus décent. Ce mécanisme doit permettre de payer directement aux producteurs environ $400 par tonne de cacao. Et le dîner officiel de clôture de la COP15 que vous pourrez assurément retrouver dans nos prochaines éditions. Le ministre d'État et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé hier jeudi à une visite de travail des sites militaires dans la commune de San Pedro. Il s'est agi pour lui d'échanger avec les militaires afin de mieux évaluer leurs conditions de vie et de travail pour une amélioration de ces conditions. Et pour justement les améliorer, le ministre d'État, ministre de la Défense, annonce la construction très bientôt d'une caserne intégrée dotée de toutes les commodités de vie et de travail. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des visites de terrain qu'il a initié depuis quelque temps. On voit cela avec Sam Conan. Bientôt sera construite sur ce site la nouvelle caserne intégrée du BCSO, bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, avec toutes les commodités. C'est l'annonce faite ce jeudi par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui effectuait une visite du travail sur les sites militaires de San Pedro, en compagnie du chef d'état-major général des armées. Une visite qui l'a conduit successivement sur le nouveau site du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest devant accueillir la nouvelle caserne, puis la base marine. Ensuite, le centre opérationnel marine et enfin, le camp du BCSO. Partout, un point de la situation a été fait au ministre d'État. Au terme de sa visite du travail, Téné Birahima Ouattara s'est adressé aux forces de défense et de sécurité basées à San Pedro. Cette présence s'inscrit dans le cadre des visites que j'ai décidé d'entreprendre pour rencontrer, échanger avec vous, pour mieux évaluer vos conditions de vie et de travail afin de voir ce qui est encore possible d'être amélioré. Je viens ce matin de faire plusieurs visites et je dois vous dire en toute franchise que je me rends compte que malgré les efforts réalisés en termes d'investissement et d'infrastructures, il reste beaucoup à faire. Ici à San Pedro, les besoins sont énormes pour faire face aux enjeux sécuritaires importants dans cette région de notre pays. Justement, pour faire face à ces enjeux sécuritaires dans la région de San Pedro, le ministre d'État, ministre de la Défense, annonce des bonnes nouvelles. Il s'agit entre autres de la dotation en paquetage individuel complet pour chacun d'entre vous, du recrutement de jeunes Ivoiriens qui viendront renforcer vos rangs et votre présence dans les zones sensibles que vous contrôlez quotidiennement, de la construction d'une nouvelle caserne avec toutes les communautés de vie et de repos. Nous avons visité ce matin le site et je peux vous affirmer que les travaux vont démarrer bientôt car nous pensons que ceci est d'une très grande nécessité. C'est dans une ambiance militaire que la visite de travail du ministre d'État, ministre de la Défense, a pris fin à San Pedro. Belle ambiance en tout cas. La route précède le développement, a-t-on coutume de dire. Une vérité assurément incontestable, car des routes en bon état contribuent à rendre les économies plus compétitives. Ayant saisi la plénitude de cette réalité, l'Union économique monétaire ouest-africaine a décidé d'évaluer l'état de l'ensemble des routes qui relient ses 8 États membres. Le sujet a été abordé au cours d'un atelier qui s'est tenu du côté de Grand Bassam. Mahama Traoré nous en parle. 20 933 km. C'est la longueur cumulée des 27 axes routiers que les 8 États membres de l'UEMOA ont en partage. C'est grâce à ces routes que les transports arrivent à assurer 90% des échanges intracommunautaires dans la zone franc.
Pour que ces routes continuent d'être des vecteurs de compétitivité des économies des pays, leur entretien s'impose. À travers son programme d'action communautaire des infrastructures du transport routier, la commission de l'UEMOA procède à l'évaluation de l'état du réseau routier communautaire au sein des États membres. Nous faisons le point de ce qui a été fait par le passé. Ça permet de voir les procédures, les méthodes qui n'ont pas marché et de pouvoir effectivement apporter des mesures correctives. Et surtout, un aspect important, c'est l'aspect financement innovant. Voilà, on ne fait pas que entretenir les routes, mais comment on finance les routes. Et ça, aujourd'hui, on se penche sur la question. Aujourd'hui, on a une route qui est globalement 80% en bon état. Et 90% de ce réseau communautaire est revêtu. Mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut pouvoir maintenir ce niveau de service. C'est vrai, il y a des dispositifs, il y a les fonds d'entretien routier, il y a les emprunts. Mais on pense aujourd'hui, d'ailleurs avec la CEDEAO, qu'il y a un potentiel local qui peut être mobilisé pour accompagner ce qui est en train de se faire. Le programme d'action communautaire des infrastructures et du transport routier de l'UEMOA bénéficie de l'appui technique de l'Union européenne. Nous sommes le 20 mai et tous les 20 mai, le monde entier commémore la journée mondiale de la métrologie. La métrologie, il convient de le rappeler, rassemble l'ensemble des techniques permettant de réaliser des mesures, de les interpréter et d'assurer leur fiabilité. À l'instar donc des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire commémore cette journée autour du thème suivant, la métrologie à l'ère du numérique. Se saisissant de l'occasion, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra exhorte tous les acteurs, consommateurs et opérateurs économiques à s'impliquer fortement dans l'adoption d'instruments de mesure numérique. Lanciné Bakayoko. La métrologie à l'ère du numérique. C'est autour de cette problématique que la communauté mondiale organise les réflexions. L'objectif est d'opérer les changements nécessaires afin d'intégrer le numérique dans les infrastructures de la qualité, notamment la métrologie. Cette transformation numérique présente de nombreux avantages. La transformation numérique de la métrologie peut ainsi accélérer les détails de commercialisation des produits et services de mesure et réduire les coûts liés au retard généré par le processus d'approbation, notamment des instruments de mesure. Tous ces avantages constituent des leviers de performance pour les entreprises, d'autant qu'elles permettent d'obtenir l'augmentation de la productivité, une meilleure compétitivité, un gain de temps et de devises. D'ores et déjà, la mise en place d'un cadre numérique du système international devient une urgence, vu que la transformation numérique attendue requiert des formats convenus de données de base comme les valeurs, les unités et les nouveaux services. De tels services permettront de rendre les données disponibles pour analyser et d'en améliorer la qualité et la transparence. L'intégration, dès leur départ, des principes et pratiques numériques dans les normes et réglementations techniques est un domaine sur lequel l'Organisation internationale de métrologie légale travaille actuellement, notamment en ce qui concerne un certificat numérique. Cette journée dédiée à la métrologie est organisée conjointement par le Bureau international des poids et mesures et l'Organisation internationale de la métrologie légale, avec la participation des organisations nationales en charge de la métrologie. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle enregistré hier jeudi 19 mai 2022, 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 908 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 7 guéris et 0 décès. À la date donc du 19 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 034 cas confirmés, dont 81 204 personnes guéries, 799 décès et 31 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 513 880. Le 18 mai 2022, 12 447 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 715 710 doses du 1er mars 2021 au 18 mai 2022. Les acteurs de la lutte anti-tabac ont été sensibilisés sur les produits nouveaux et émergents faits à base de tabac, de nicotine ou sans nicotine. C'était au cours d'un atelier qui s'est tenu à Grand-Bassam. Les résultats de cette évaluation ont été restitués au cours de cet atelier. Abou Sanogo. Les inhalateurs électroniques de nicotine et sans nicotine, la pipe à eau appelée communément la chicha ou le narguilé sont de nouveaux produits émergents à base de tabac, beaucoup utilisés par la jeunesse ivoirienne. La consommation de ces produits constitue un véritable danger pour l'organisme.
un pas vers la mort. Face aux risques que courent les jeunes consommateurs et à l'expansion considérable de la vente de ces produits sur les marchés et les lieux fréquentés par la jeunesse, le gouvernement ivoirien prend le taureau par les cornes. Pour cela, un atelier de sensibilisation des acteurs de la lutte anti-tabac sur ces produits nouveaux à base de tabac est organisé par le ministère de la Santé. L'application des mises en garde sanitaires, du conditionnement, de l'étiquetage et de la commercialisation des produits de tabac. Et enfin, l'institution d'un système de suivi et de traçabilité et de vérification des produits de tabac, ça c'est tout récent en janvier 2022, sont autant de preuves d'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour combattre efficacement les méfaits du tabagisme sur la santé sanitaire. Pour les représentants du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, cette situation est préoccupante. Selon une enquête réalisée par le réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac à Abidjan en 2020, il est révélé que 52% des meilleurs clients de la chicha et de la cigarette électronique avaient moins de 18 ans. Et plus de 50 personnes étaient reçues dans les lieux de vente, même si des dispositions ont été prises en la matière dans la loi anti-tabac, il n'en demeure pas moins de reconnaître que l'ampleur de la situation nécessite la prise de mesures idoines pour lutter contre ce fléau. C'est pourquoi l'appui de l'Organisation mondiale de la santé sur les produits nouveaux et émergents du tabac arrive à point nommé. En Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence global de la consommation de tabac estimé à 14,6%, on a enregistré par an 5000 cas de décès, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture se poursuit dans le bassin central. Les producteurs membres de la société coopérative agricole Anzoué de Gligbeadji dans le département de San Pedro apportent leur contribution. Ils viennent de réaliser 2 bâtiments de cyclage d'un coût de 40 millions de francs CFA qu'ils mettent à la disposition du ministère de l'Éducation nationale afin de permettre aux enfants d'aller à l'école dans de meilleures conditions. Le reportage de Sam Conan, notre correspondant permanent dans le bassin central. Lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture, la société coopérative agricole Anzoué de Gligbeadji dans le département de San Pedro apporte sa contribution. 2 bâtiments de 6 classes construits par les 585 producteurs de cacao, membres de cette coopérative agricole, pour dire non au travail des enfants. Aujourd'hui, à Gligbeadji, c'est une manière de la coopérative d'aider l'État ivoirien a sensibilisé les producteurs à envoyer les enfants à l'école et non pas au champ. C'est une manière pour nous, la coopérative, de contribuer contre le travail des enfants que la première dame Dominique Ouattara fait pour le bonheur des producteurs. La place de l'enfant à l'école, ce n'est pas sous des hangars ou dans des baraques. Et les responsables de la société coopérative agricole Anzoué, en remettant les clés de ces bâtiments, l'ont bien compris. Seulement qu'il reste encore des efforts à faire. On souhaiterait qu'on nous donne quelques latrines et puis il y a un problème de logement pour 2 ou 3 enseignants. Pour le sous-préfet de Doba, Thierry Pacom Ncho, qui a procédé à l'inauguration des nouveaux bâtiments scolaires, la lutte contre le travail des enfants doit concerner toutes les sociétés coopératives agricoles. Certes, ils sont producteurs, mais l'avenir de leurs enfants se trouve à l'école. Que ce soit au niveau scolaire, au niveau de la santé et autres. J'invite vraiment toutes les coopératives à marquer vraiment leur passage, leur influence sur le terrain dans le sens du social. La société coopérative agricole Anzoué de Gligbeadji a commercialisé l'année dernière 1290 tonnes de cacao et réalisé un bénéfice de 23 millions de francs CFA. L'une des préoccupations des producteurs est prise en compte. Le pont de fortune en bois va faire place à un pont réalisé par le gouvernement. Reste l'électrification et l'adduction en eau potable pour les populations estimées à plus de 3000 âmes. Un reportage signé Sam Conan. La direction régionale de l'éducation nationale de l'alphabétisation de Bouna a organisé récemment la 6e édition de la journée carrière. Cette initiative pour permettre aux élèves d'avoir de vraies informations sur les différentes filières et débouchés afin de réussir leur insertion socio-professionnelle.
Reportage de Herman Yamia. Dans cette salle de classe au lycée moderne de Bouna, des élèves très attentifs à l'exposé du commissaire de police de Bouna sur les conditions pour intégrer la police nationale. Dans la cour du lycée également, des éléments du groupement des sapeurs-pompiers civils en pleine démonstration de l'extinction d'un incendie. Un peu plus loin, dans cette salle bondée d'élèves, se tient un panel sur les débouchés des différentes filières pour une bonne insertion professionnelle. Au départ, nous, les élèves, on négligeait le corps habillé, surtout les policiers. Quand on les voit, on pensait que c'était des gars qui ont uniquement que le BPC. Mais actuellement, on voit que non, c'est des gens qui sont vraiment diplômés. Donc, je retiens qu'il faut aller à l'école, loin pour être ce que tu veux être. Si je grandis, je veux devenir sapeur-pompier parce qu'ils sont comme des gardiens, les envoyés de Dieu, ils nous aident. Nous sommes à la 6e édition de la journée carrière de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouna. Une journée d'échange entre les élèves aspirant à un métier ou une profession et les professionnels d'un métier. Cette journée carrière permettra aux élèves d'avoir la vraie information sur les différentes filières et débouchés y afférents, de bénéficier des conseils des spécialistes, de susciter en eux des vocations afin de réussir leur insertion socio-professionnelle. La tendance au niveau des métiers évoluant, il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des nouveaux métiers qui vont être créés. Et à travers cette journée, les élèves vont se prégner sur ces réalités-là et faire des choix qui vont déterminer leur avenir. Le parrain de cette cérémonie, Noufé Michel, directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique, représenté par Adolphe Ouattara, s'est réjoui de cette initiative qui va aider les élèves à faire les meilleurs choix pour leur avenir professionnel. C'est possible dans cette Côte d'Ivoire des valeurs. C'est possible dans cette Côte d'Ivoire où il faut promouvoir, n'est-ce pas, le mérite. Faire en sorte que le meilleur soit et permettre à tous les enfants, quelle que soit leur couche sociale, de pouvoir devenir quelqu'un à travers donc un travail acharné. Cette 6e édition de la journée carrière de la Direction régionale de l'éducation nationale a eu pour thème de l'école à la vie active, stratégie d'insertion de la jeunesse. Et la Côte d'Ivoire abrite depuis le 17 mai dernier la 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, un salon décrit comme l'un des plus grands rendez-vous littéraires d'Afrique. Il accueille des milliers de visiteurs par jour. On y retrouve toutes sortes de livres. Les lecteurs et auteurs se rencontrent aisément et échangent parfois autour d'une tasse de café. Et pour cette année, c'est le Sénégal qui a le pays à l'honneur. Khalil Diomandé, Didier Nguessan nous en parle. Enfants, adolescents et adultes, tous venus à la découverte du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Une diversité d'ouvrages, des écrivains de renom qui plongent les visiteurs dans l'univers de la littérature. J'aime beaucoup Onsata Ouattara, j'aime énormément ce qu'elle fait. Venir au SILA et puis la voir comme ça, vraiment il y a l'émotion. Ça me fait plaisir de retrouver Mawa Bakayoko. J'ai lu ses œuvres, c'est chic, ça enrichit nos vocabulaires. Les œuvres littéraires de Camarade Nangala ont baissé pratiquement mon enfance et aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de le rencontrer. C'est le lectorat qui fait l'écrivain. Et si aujourd'hui je rencontre des personnes qui me lisent depuis des dizaines d'années, je ne peux qu'en être heureux. Dans cette ambiance, Floppy Mendoza, conteuse ivoirienne, tient des écoliers en haleine. Quand les enfants ont vu, ils ont couru, ils sont allés au village, appelé tous les parents. Les parents sont arrivés, ils ont demandé pardon au génie Tatibo. Le génie dit non, 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 non. Pour cette 12e édition, le Sénégal est à l'honneur avec une vingtaine d'écrivains présents. Chaque époque engendre une épopée, chaque épopée produit des légendes, chaque légende devient un mythe et le mythe porte le nom du Sénégal. Sénégal qui est l'invité du SILA nous permet de découvrir la riche culture sénégalaise. Renforcer l'amour de la lecture chez les élèves, c'est l'un des objectifs du SILA. Les enfants viennent et lorsqu'ils finissent de lire, on essaie de partager un aspect positif qui a un peu touché dans ce livre-là. Et il y a aussi des petites thématiques en anglais qu'on laisse aussi aux enfants. Au SILA, une place de choix est accordée à la promotion du patrimoine culturel africain. Vu la faible représentativité des héros noirs dans la littérature, on a mis en place l'univers ultime griot où on propose des héros qui nous ressemblent. On a Porokuni, qui s'inspire du Poro. Puis à l'intérieur, on essaie de démystifier tout ce qui est rite traditionnel, Sélifo, l'apprentissage. Au niveau des années de 3 fois 7 ans, on essaie de véhiculer le Poro à travers ces personnages. Le SILA est l'un des plus grands rendez-vous littéraires d'Afrique. Il accueille des milliers de visiteurs par jour.
Et loin des champs passionnés de lecture, intéressons-nous à une autre actualité. Ils avaient pour habitude de faire fabriquer de fausses pièces administratives. Les membres de ce réseau qui opéraient dans le quartier de Arras, dans la commune d'Adjamé, ont été appréhendés et leur réseau a été démantelé. Cette opération a été menée par les hommes du 3e arrondissement d'Adjamé. Le directeur de l'Office national de l'état civil et de l'identification était hier jeudi au commissariat du 3e arrondissement pour constater les faits. Serge Pacom Didi et Aboussa Nogo nous en parlent. Ces 3 individus opéraient à Adjamé Dallas, non loin de la cité policière. Et ils sont spécialisés dans la confection de documents administratifs frauduleux. Ils ne séviront désormais plus, car interpellés par le chef du service du commissariat du 3e arrondissement d'Adjamé, le commissaire Oufou Yacinta. Une opération menée à cet effet par ces hommes et lui a permis la saisie de faux documents, notamment des cartes nationales d'identité, des attestations d'identité, des récépissés de cartes nationales d'identité, des extraits d'actes de naissance, des cartes professionnelles militaires, des ordinateurs et plusieurs machines et accessoires. L'attestation, on a déjà scanné dans l'ordinateur. Quand les clients viennent, on change seulement les noms et les photos. Et puis on les remet. Puis c'est payant. Bon, c'est depuis 2021 que nous avons commencé ça. On fouillait un peu partout, dans les fumoirs, dans les cyber, surtout dans les cyber encore. Et c'est ce qui nous a permis de mettre la main sur ces individus. Et l'enquête se poursuit, sur les instructions du procureur de la République et sur la vigilance de nos autorités policières, le DG, le préfet de police et tout. Donc pour l'heure, c'est un gros réseau que nous sommes en train de démanteler. Le commissaire Oufou Yacinta et ses hommes ont reçu la visite du directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, Agokoudia Christian, qui a tenu à les féliciter pour le travail abattu. Avec ce genre de cas, nous voyons de façon palpable les résultats des outils qui sont mis en place pour pouvoir juguler cela. Et on a entendu ces faussaires sur les méthodes. Je pense que pendant longtemps, ils ont prospéré, mais de moins en moins, ils vont prospérer parce que les forces de sécurité sont outillées avec l'appui de l'ONESI pour leur barrer la route. En attendant de mettre le grappin sur leurs complices, eux iront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Direction à présent Dakar, au Sénégal, reportée en 2020 pour raison de pandémie de Covid-19. La 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar s'est ouverte hier jeudi. C'est le président de la République du Sénégal, président de l'exercice de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall, qui a procédé à son ouverture. La Côte d'Ivoire et la Chine sont à l'honneur. Notons que 12 artistes ivoiriens prennent part à la Biennale de Dakar qui va se tenir jusqu'au 21 juin prochain. Envoyé spécial au Sénégal, Walter Amadou Ouattara. La kora, jouée par l'artiste africain de nationalité malienne Sidiki Diabaté, captive toute l'assistance, y compris les illustres invités au Grand Théâtre de Dakar. On applaudit. Tcha. Avant de prendre la parole et d'ouvrir officiellement la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, le président de la République du Sénégal remet le Grand Prix Léopold Sédar Senghor à Koumbi Sambeto, un artiste éthiopien. En plus de ce prix, il repart avec la somme de 20 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, le thème général de la Biennale Dakar 2022 est Indafa. Indafa signifie forger en langue sérère la culture au centre des stratégies de développement de nos pays à travers la puissance de l'art comme marqueur d'identité et facteur de développement et d'ouverture au monde. C'est ainsi, pays frère et ami, la Côte d'Ivoire a très tôt compris, dès 1962, que ce pays a créé sa première école d'art. Pays invités d'honneur de cette édition, la Chine et la Côte d'Ivoire sont tout aussi amis et partenaires privilégiés du Sénégal. Je voudrais à ce propos demander à Madame le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire et à Monsieur l'ambassadeur de Chine au Sénégal d'être mes interprètes auprès des présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara
pour les remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. La présente cérémonie d'ouverture est marquée également par le vernissage des pavillons de la Chine et de la Côte d'Ivoire, qui exposent au Musée des civilisations noires. Françoise Rémac, ministre de la Culture et de la Francophonie, met à profit ce cadre international pour faire la promotion de la vision gouvernementale. À travers leurs œuvres, 59 artistes visuels venus des 4 coins du monde représentent 85 pays jusqu'au 21 juin prochain. La dernière édition de la Biennale de Dakar avait mobilisé environ 250 000 visiteurs et généré plus de 8 milliards de francs CFA de transactions d'œuvres. Et dans l'actualité internationale, la composition du nouveau gouvernement français sera annoncée ce vendredi 20 mai dans l'après-midi, soit 4 jours après la nomination comme Premier ministre d'Elisabeth Borne. C'est ce qu'a indiqué la présidence française. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.